Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle thématique médicale. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'activité physique ou sportive pendant le Ramadan. Vous savez très bien que l'activité physique est reconnue aujourd'hui comme l'un des piliers pour préserver et maintenir notre santé. Et justement, autrement dit, bouger régulièrement, c'est déjà prendre soin de sa santé. Mais pendant le Ramadan, nos habitudes changent, les horaires des repas sont modifiés, le rythme du sommeil est décalé, mais notre organisme aussi, il va travailler et fonctionner différemment pendant les heures du jeûne. Une question qui revient chaque année, comment pratiquer une activité physique ou sportive pendant le mois sacré tout en préservant sa santé? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nos invités. Docteur Moumen Mohamed Khalil, vous êtes médecin spécialiste en médecine du sport au CNMS et aussi vous êtes médecin fédéral à la FAF. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Sahar Mdankoum et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Docteur Ben Abdeslam Nasreddin. Vous êtes docteur en nutrition thérapeutique et préparateur physique, athlète professionnel en triathlon. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Toujours ravi d'être parmi vous au plateau de l'UNTV, plus précisément Canal Algérie. Merci. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Sebay Youssef. Vous êtes athlète professionnel en 800 mètres. Bonsoir, bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Aussi, j'ai le plaisir de recevoir votre médecin chroniqueuse qui est là chaque semaine à nous accompagner, Docteur Abdelmoumen Sarah. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Alors, durant le mois de Ramadan, il faut bouger intelligemment et ce n'est pas risqué. Et même pour nos seniors, des fois pour eux, c'est une stratégie de santé. Donc, pas pour être athlète, mais pour vieillir en bonne santé. Et c'est ce que nous allons aborder durant ma chronique d'aujourd'hui. Oui, nous allons aussi, à la fin de notre émission, répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Avant de commencer à parler sur notre thématique d'aujourd'hui, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Samia Bouharour, qui est partie voir que pensent les Algériens du sport pendant le Ramadan. Je fais beaucoup de marches. Je fais du vélo à la maison. J'ai des activités. Je suis à la retraite, donc j'ai des activités en dehors, bénévolat, etc. كيما تصومي كيما نديروا سبور الحمد لله وانا في سبور في رمضان اللي نلقى روحي الحمد لله طريقه ديروا افون لا قبل لا قبل المغرب واحد 20 مينيت هكذاك ندير سبور كانوا بنادم ينقص الماكله ينقص السكر ويدير سبور وما يرقوش بزاف. يشوف كاع واش يقول لي المدسه نشرب بزاف الماء نمشي جابيت à Ouad el-Rumman je suis venue ici à pied راني رايحه à pied. Franchement, j'ai pas le temps de faire du sport, malheureusement. J'essaye de marcher un peu derrière ce que je suis en train de faire maintenant. On essaie de trouver l'excuse du temps, mais bon, c'est pas une vraie excuse, mais Inch'Allah, j'essaie de faire du sport. Le sport, vous faites que la marche vous-même, par exemple? Non, je fais un peu de sport parfois. Oui, pas tous les jours, hein, Oui. honnêtement. Mais j'en fais à la maison, hein. Oui. Oui. Si, j'en fais un petit peu. Très bien. Voilà. Donc, J'ai toujours fait du sport. يقدر يدير واحد دين دميور مينيموم بار جور مور العصر. ok. Avant donc l'iftar. بيان سور سي نورمال وعلاش؟ À votre avis? باسكو حنا نكونوا فارغين كرش تاعنا تكون فارغه D'accord. ما تكونش ثقيله دونك يقدر يريزيستي هذيك لين دميور تاع في الفطار. انا نحب ندير سبور ابخي الفطور باسكو علاش انا نحب نزيد بوا نحب نفوليمي فوايي Ok. سي بور سا دونك قولي مور تراويح Je fais beaucoup. C'était un reportage signé Samia Bouharour qui nous a ramené les avis des Algériens sur la pratique de l'activité physique pendant le Ramadan. Alors, on entend souvent parler de l'activité physique, l'activité sportive. On croit que c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours exact. Alors, docteur Ben Abdeslam, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi la différence entre l'activité physique et l'activité sportive, surtout sur le plan nutritionnel et énergétique? D'accord. Alors, d'ailleurs, selon le reportage, il y avait plusieurs avis. Il y avait des personnes où ils font de l'activité physique et d'autres qui font de l'activité sportive. C'est quoi la différence? C'est que l'activité physique, c'est pratiquement n'importe quelle personne fait un minimum d'activité physique par jour. C'est en fait les mouvements musculaires qu'on le fait pour le quotidien. Donc, pour marcher, pour descendre des escaliers ou bien monter des escaliers, pour s'asseoir, pour se lever,
pour faire des courses. Donc, c'est l'activité quoi quotidienne. Oui. Oui. Ça diffère de l'activité sportive qui est plus ou moins plus intense, qui est avec des intensités répétitives et régulières. Donc, et ça consomme ce qui est sur plus d'énergie que l'activité physique. Oui. À savoir que l'activité physique, ça rentre dans la dépense énergétique quotidienne. D'accord. Donc, à part le métabolisme de base, c'est le métabolisme, c'est le minimum pour vivre en fait. Donc, c'est pour le fonctionnement vital des organes, donc respiration, battement cardiaque, circulation sanguine et tout. Là, c'est le métabolisme de base. Oui. Et en plus de ça, on a le NEAT, d'accord, c'est une appellation en anglais. C'est l'activité physique quotidienne, d'accord. Ça peut aller jusqu'à 30% de la dépense énergétique quotidienne, quand même. Donc, C'est assez si important. on pratique l'activité physique quotidiennement, on va maintenir un métabolisme de base qui est, on va dire, qui va maintenir notre santé. Exactement, mais donc ça va être un métabolisme plus actif Oui. que pour une personne sédentaire. Tout à fait. Voilà. Très bien. Alors, par rapport à cette activité physique ou bien activité sportive, à chaque fois, avant le mois de Ramadan ou pendant le mois de Ramadan, beaucoup de personnes se posent la question, peut-on pratiquer cette activité en toute sécurité et sans danger sur notre santé? Docteur Moumen, qu'est-ce qu'on peut répondre pour ces personnes-là? D'accord, donc il faut savoir que le ramadan et l'activité physique ou bien le sport sont parfaitement compatibles. Oui. Donc beaucoup de gens pensent que c'est pas compatible, mais c'est totalement le contraire. Donc voilà, il faut juste une certaine organisation, une certaine adaptation, une certaine aussi intelligence. On sait tous que le ramadan est un mois spirituel. Durant le ramadan, il y a beaucoup, notre organisme modifie, donc beaucoup de paramètres, à savoir l'alimentation, l'hydratation, aussi le sommeil et les rythmes biologiques. Tout à fait, oui. Donc, ce qui se passe exactement, après plusieurs heures de jeûne, on aura une baisse des réserves en glycogène, hépatique ou bien musculaire. On aura aussi une augmentation de la lipolyse avec l'utilisation des acides gras. Donc le corps, il rentre dans un état de cétose. Exactement. Après plusieurs heures de jeûne, donc le corps entre dans un état de cétose. Donc voilà, il faut juste avoir l'équilibre entre l'état de... Tous les paramètres que vous venez de citer. Exactement. Et l'activité physique ou sportive. Exactement. D'ailleurs, on C'est va exactement expliquer par la suite pour nos chers téléspectateurs comment pratiquer une activité sportive par rapport à son niveau, on va dire, comment on appelle Oui. ça, donc le niveau, est-ce qu'il est de haut niveau ou bien il Exactement. est amateur? Exactement, Voilà. il y a plusieurs types. Donc on a le sportif de haut niveau, Tout à fait. bien le professionnel, on a le sportif amateur, on a les personnes à situation de risque qui ont des tares associées. Donc tout ça, ça diffère. Très bien. Alors, quand on parle de sport pendant le mois de Ramadan, et le jeûne, il va modifier notre métabolisme, notre gestion de l'énergie. Donc, docteur Ben Abdeslam, quels sont les impacts généraux déjà, d'une manière générale, du jeûne sur l'énergie, le métabolisme et l'hydratation, sans parler de l'activité physique et sportive, déjà à l'état normal? D'accord. Donc, durant le jeûne, justement après des heures de jeûne, il faut savoir qu'en Algérie, donc tout dépend les régions et les wilayas, il y a une différence de volume horaire à jeûner. Mais la moyenne, c'est environ 12 heures de jeûne. D'accord. Donc, dès le début de la journée jusqu'à la fin de journée, on a pratiquement 12 heures de jeûne. Et donc, au début de la journée, le corps il va commencer à consommer un petit peu du stock principalement du glucose sanguin, c'est-à-dire de la glycémie. Et puis avec le temps, voilà, c'est ça, c'est le sucre simple qui est disponible dans le sang. Et avec le temps, donc quand il y a une légère baisse de la glycémie, donc le corps il sera obligé de libérer un petit peu du sucre stocké, d'accord, sous forme de glycogène, qu'on le trouve principalement avec des quantités importantes au niveau du muscle. Mais pas que, c'est au niveau du foie aussi, comme il vient un docteur d'expliquer. C'est qu'il faut savoir que les stocks de glycogène musculaire, ils sont plus importants que celles hépatiques, à savoir pratiquement entre 300 jusqu'à 400 grammes de glycogène au niveau musculaire
Et au niveau hépatique, c'est pratiquement 100, 150, au maximum, c'est 200 grammes de glycogène. Et à savoir que le muscle, il libère pas de glycogène à l'état normal. Donc il faut faire un minimum de mouvements et d'activité musculaire pour que le muscle, parce qu'il y a certains enzymes qui libèrent le glycogène musculaire. Oui. Donc le muscle, il ne donne pas le glycogène, il ne libère pas de glycogène s'il n'y a pas d'activité musculaire. Oui. Donc si on si on sollicite pas le muscle, donc il ne va pas libérer de l'énergie. Par contre, le foie, donc il peut libérer du glycogène, du sucre stocké, donc pour le maintien de la glycémie. Donc comme à la phase matinale de la journée du jeûne, donc le corps il a besoin de l'énergie. Donc pour se lever, pour aller faire ses études, pour travailler et tout, donc on a besoin d'un minimum de l'énergie. Donc principalement, elle va être assurée par le glycogène hépatique, pour un début, du foie. Et avec le temps, il n'y a pas une autre source d'énergie. De l'énergie, parce qu'il n'y a pas, disons, s'il n'y a pas d'activité musculaire, donc le muscle ne va pas libérer de l'énergie. Donc le corps, il tend vers une deuxième source d'énergie qui est les lipides. Donc le gras, qui est une source d'énergie très importante, il libère assez de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour en débarrasser un petit peu de l'excès du gras, si on a un petit peu du gras viscéral ou bien sous-cutané, même si ce qui est plus dangereux sur la santé, c'est le gras qu'on le trouve dans les artères, donc, qui représente un facteur de risque. Donc le corps, il va, durant la journée, durant le jeûne, en fin de journée, il va brûler, il va apporter de l'énergie, à travers le gras stocké surtout. Donc c'est une occasion pour en débarrasser un petit peu. Et c'est très bénéfique pour les personnes qui ont un excès de gras, surtout qui ont des triglycérides, un bilan genre lipidique anormal, une dyslipidémie. Donc c'est très bénéfique. Donc, tout à fait. Alors, Monsieur Sebaï, j'imagine que chaque année, pendant le Ramadan, le rythme de votre pratique sportive, donc vous êtes athlète de haut niveau, donc comment ça se passe à peu près? Comment vous vous organisez par rapport à vos entraînements pendant ce mois sacré? Oui, pendant le Ramadan, on est obligé de garder le même niveau. On n'a pas le choix, on n'est pas des athlètes amateurs, du coup, il faut faire notre meilleur pour garder notre niveau et préserver notre niveau. Alors, ce qu'on fait, personnellement, ce que je fais pendant le mois de Ramadan, c'est qu'on garde le même volume. On réduit pas que je suis à l'intensité, parce que sachant qu'avec une baisse d'énergie, le corps ne pourra pas répondre à l'intensité demandée le corps tana. Et aussi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais une semaine d'adaptation. Il faut savoir que le corps tana, c'est pas un système binaire. 1 ou la 0, du coup, Ramadan par Ramadan, il faudra donner du temps pour s'adapter. Le mois de Ramadan, le rythme tana, et d'ailleurs, tu fais 12 heures de jeûne, c'est pas facile, le corps tana, chez les pandélas rapidement. Et du coup, il y a on va dire, une organisation par rapport à votre alimentation, hydratation, les horaires du sommeil aussi. Donc, tout change pendant le Ramadan, c'est ça? Exactement, mais le sommeil, on garde le même volume du sommeil parce que... C'est important. Exactement, parce qu'on va s'affecter mal. Et concernant l'alimentation et l'hydratation, personnellement, l'hydratation, je m'hydrate beaucoup pendant le sahur. Et aussi même après le fطور, parce que 12 heures sans s'hydrater, tu dois compenser avec le manque d'hydratation. Oui. Et concernant l'alimentation, il faudra bien manger pendant le sahur des glucides complexes pour préserver l'énergie. L'activité physique, disons 9h, 10h de jeûne, dès l'activité physique. Oui. Tu seras déjà pour la réserve de la glycogène, les calcaléens. Tout à fait. Alors, tous les sportifs ne sont pas au même niveau. Les recommandations, donc, ne peuvent pas être identiques. Et docteur Momen, chez les sportifs de haut niveau, peut-on maintenir la performance pendant le Ramadan sans risque? Exactement. Donc, chez les sportifs de haut niveau, bien les athlètes professionnels comme Monsieur Sebaï, donc on peut maintenir un niveau de performance, mais à condition d'être un peu intelligent. Je suis un peu en désaccord avec lui parce qu'il a dit pendant le Ramadan, il opte pour une diminution de l'intensité et il garde le volume. Donc, selon les recommandations,
Donc c'est l'inverse. On baisse le volume, c'est-à-dire on baisse le temps d'entraînement ou bien de la compétition, mais on garde l'intensité. Oui. On garde l'intensité, c'est ça, c'est pour les athlètes professionnels, les athlètes de haut niveau. Et voilà, on privilège l'entraînement après la rupture du jeûne, 2 à 4 heures après la rupture du jeûne, avec des optimisations de l'hydratation, aussi le sommeil récupérateur, 7 à 8 heures, aussi opter pour faire des siestes. Voilà. Et pour l'hydratation, comment ça se passe? Comment répartir? Quelle est la quantité recommandée? Oui, donc pour les athlètes professionnels, ils peuvent mesurer le déficit hydrique. Donc, en mesurant le poids avant et après l'entraînement. Oui. La différence, c'est la quantité d'eau à apporter au corps après la rupture du jeûne. Donc, ça sera avec donc on fait une hydratation fractionnée, 1,5 à 2 litres généralement, répartis entre la rupture du jeûne et le soir. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, pour les athlètes de haut niveau, de préférence, il vaut mieux pratiquer l'activité sportive après la rupture du jeûne, c'est ça? Exactement. Après l'iftar, 2 à 4 heures après? 2 à 4 heures après l'iftar. Donc les athlètes de haut niveau, ils peuvent faire des séances, mais c'est des séances, disons, des séances techniques. Ils peuvent faire des séances techniques avant la rupture du jeûne, 1 à 2 heures avant la rupture du jeûne, mais c'est des séances légères. Oui. Par contre, les séances intenses, les séances ou bien la compétition comme les matchs et tout, de préférence, il faut les laisser après la rupture du jeûne, 2 à 4 heures après la rupture du jeûne. D'accord. Alors, pour justement la performance dépend aussi fortement de l'alimentation. Donc, on a parlé qu'il y a plusieurs paramètres, notamment la récupération par le sommeil, l'hydratation, mais aussi cette alimentation. Et docteur Ben Abdeslam, comment organiser l'alimentation pour soutenir performance et récupération chez ces sportifs? Très bien. Donc, faut savoir que le jeûne, ou bien Ramadan, il a en fait deux influences, ou bien deux manières comment influencer les athlètes. Donc, entre athlètes amateurs et athlètes d'élite ou bien avancés de haut niveau. Donc, pour les athlètes amateurs, il n'y a pas un gros problème lors des entraînements avant ou bien après le ftar. Donc, ça n'influe pas réellement la performance des athlètes amateurs. Par contre, pour les athlètes vraiment avancés ou bien athlètes d'élite, donc la préparation, ça commence, on le dit souvent, c'est avant Ramadan. Et d'ailleurs, récemment, il y avait juste, avant Ramadan, il y avait une journée scientifique à la faculté Alger 3, donc département des STAPS. Il y avait plein de chercheurs algériens, plein d'entraîneurs, plein de scientifiques. Donc on a traité ce sujet. Et puis la conclusion, c'est que Ramadan, ce n'est pas un facteur bloquant pour les athlètes d'élite, de haut niveau. Au contraire, il faut juste l'adapter, comme vient de dire Dr Moumen, c'est qu'il faut le préparer intelligemment. Il faut être intelligent, il faut faire une préparation physique et nutritionnelle et même si mentale de l'athlète et du staff technique, y a compris l'entraîneur. Préparateur physique aussi, avant Ramadan. Il faut commencer la préparation au mois de Sha'ban, disons avant Ramadan. D'ailleurs, c'est selon le prophète, il profite bien de jeûner avant Ramadan. Et là, scientifiquement parlant, c'est une préparation physique pour entamer Ramadan. D'ailleurs, donc, d'accord, donc ça vient avant la préparation, c'est pas au jour du Ramadan ou bien durant la première semaine de Ramadan. L'adaptation, ça vient vraiment avant. Pourquoi? Parce qu'il faut changer le métabolisme physiologique, même si biochimique, de l'athlète. Oui, pour qu'il s'adapte pendant le mois de Ramadan. Pendant le jeûne, parce que Ramadan, c'est des jours successifs de jeûne. Oui. C'est pas une journée et puis on fait des repos, des pauses. Donc c'est des jours successifs pendant 30 jours du mois. Et là, il faut préparer en fait la physiologie et la biochimie du corps. Comment? C'est que on commence à jeûner un jour sur 2, un jour sur 3 avant Ramadan. Oui. Et c'est le temps il faut laisser justement le temps de l'organisme de s'adapter, parce qu'il y a tout un système endocrinien, hormonal, enzymatique qui doit s'adapter aux heures de repas, surtout qui sont décalées en Ramadan, et le sommeil durant Ramadan. D'accord? Oui. En dehors de Ramadan, on prend 3 à 4, les athlètes élites ils peuvent prendre 5 à 6 repas par jour, alors que Ramadan,
Bon, déjà, c'est la partie, durant la journée. Ramadan, c'est la partie, c'est les soirées, d'accord? Oui. Donc, Comment à partir- organiser les repas dans la soirée pour les personnes, Oui. les sportives en général? Élite. Alors, déjà, l'entraînement, si c'est avant ou après, après le ftor, pardon. Oui. Donc, si c'est avant, donc il faut que le repas du ftor, il faut qu'il y ait genre une charge importante de glucides. Et surtout les glucides d'index glycémique modéré, pas trop, il ne faut pas que l'index glycémique des repas soit trop élevé. Parce Oui. que ça va causer premièrement des fringales, parce que ça influe sur les hormones d'appétit, d'accord? Et deuxièmement, une fatigue en fin de soirée. Oui. Donc il faut que l'index glycémique soit plus ou moins modéré. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment une augmentation brusque de l'insuline. Oui. Et Privilégier des protéines, c'est ça? beaucoup plus s'il y a... les protéines sont primordiales, ils sont indispensables pour les athlètes d'élite, soit au moment de l'ftor ou bien au moment de suhoor. Mais principalement, si l'athlète s'entraîne après le ftor, là, il peut prendre une ration ou bien une dose de protéines, que ce soit alimentaire ou bien via des compléments alimentaires, tout dépend le cas. Donc, au cours de l'entraînement, d'où l'importance de s'entraîner après le ftor. Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours bénéfique de s'entraîner après le ftor. Oui. Il faut savoir que ça peut perturber le sommeil, ça peut perturber surtout le système endocrinien, Tout pour à fait, oui. les hormones de sommeil, l'insuline, le glucagon, le cortisol et la mélatonine. Oui. Donc il y a plusieurs adaptations qui peuvent être Chamboulé Voilà, c'est à ça. cause de la pratique de l'activité Voilà, sportive tardive. tard la nuit, c'est Oui, ça. c'est ça. Voilà. Alors, Monsieur Sebaï, quels sont les principaux défis que vous ressentez pendant le Ramadan par rapport à votre activité sportive? Si je parle à l'expérience تاعي, du coup, personnellement, je trouve des défis mentaux peut-être. C'est que, personnellement, je trouve que le ramadan a un effet nocebo. C'est qu'on pense que ça va nous affecter alors que pas vraiment. Du coup, le fait d'être l'état de détresse en mode c'est le ramadan, on change tout et tout. Mais vraiment, le grand défi, c'est les séances de qualité. Peut-être la déshydratation, qui Oui. connaît une séance قبل المغرب. Et aussi, côté perturbation, le sommeil, qui a les séances de qualité, on dirait le ftar. Oui. Du coup, si on fait les calculs, on a 6 séances de qualité, peut-être à le mois. Qui dirham نتا كاع مر الاخر à un moment donné ça peut affecter le sommeil تاعك et tout. Du coup تنوض الصباح تنوض دير رجلي et tout, peut-être ما تنوضش بالسحور. Et كما قال لك حنا si on a 3 4 repas في النهار نولي عندنا 2 repas برك لازم في الليل جيريهم et tout. Du coup شغل كل ما ترقدش carrément. Oui, c'est toute une gestion du Exact, sommeil, une gestion de pendant 30 l'alimentation. jours. Oui, tout à fait. Alors, docteur Moumen, la majorité de nos téléspectateurs sont plutôt des sportifs amateurs. Donc, pour justement les sportifs amateurs, quel ajustement recommandez-vous en termes de fréquence et durée et aussi d'intensité? Voilà. D'accord. Pour les sportifs amateurs, donc on privilège aussi les entraînements après la rupture du jeûne. Donc avec une diminution de l'intensité de l'entraînement, donc on peut aller jusqu'à 60 à 70% de la VO2 max, aussi la diminution de la charge et le volume d'entraînement. Par exemple, s'il a l'habitude de faire 1 heure, il fait 45 minutes. Aussi, on a un ajustement de nombre de séances par semaine. On peut aller jusqu'à 3 à 4 séances par semaine. S'il est obligé de faire une séance avant la rupture du jeûne, donc ça sera idéalement c'est de la faire 1 à 2 heures avant la rupture du jeûne. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a les sportifs de haut niveau, il y a les sportifs amateurs, il y a aussi nos patients, donc les patients atteints de maladies chroniques, et ils se posent certainement la question à chaque fois, est-ce qu'on peut maintenir une activité physique ou sportive pendant le ramadan? Et docteur Abdelmoumen, quels sont vos conseils et quelles sont les conditions nécessaires pour cette pratique? Oui, bien sûr, il ne faut jamais arrêter son activité physique, mais il faut surtout choisir le bon moment.
la bonne activité physique, aussi l'adaptation doit être régulière. Le corps se renforce, l'énergie reste et l'humeur s'améliore parce que l'activité physique aide énormément. Donc durant Ramadan, avec les maladies chroniques, le meilleur sport pour nos patients, ce n'est pas le sport que tout le monde fait. C'est plutôt le sport qui vous donne le plus de bienfaits selon vos capacités et votre énergie. Donc il faut vraiment être à l'écoute de votre corps. Parce qu'il faut savoir que c'est un moment où votre corps est mis à rude épreuve, vous avez des pathologies chroniques, mais le fait est de bouger un peu, c'est déjà prendre soin de votre corps. Alors, il faut choisir la bonne stratégie, c'est quoi? C'est choisir les bons moments. Donc, comme on l'avait dit, après le ftour, mais aussi avant sahur, on peut le faire. Hein. Oui. Donc, on a les deux moments. Aussi, l'activité adéquate selon votre état général. Donc, il faut aller vers les activités douces, la marche, yoga, pilates, étirement. Même des petits mouvements à la maison sont bénéfiques pour les personnes avec des maladies chroniques. Il faut bouger. Oui. Aussi, la durée est très importante. Commencez doucement, 10 à 15 minutes, puis augmentez le temps selon vos capacités. Mais le plus important, c'est de faire ce que vous aimez. Parce que le plaisir, c'est la clé pour bouger sans que ça soit forcé. Parce que le mouvement est la base de toute chose, surtout quand on prend de l'âge. Tout à fait. Alors, le mois de Ramadan, ce n'est pas du tout on va dire un mois où il faut être sédentaire. Au contraire, il faut profiter pour bouger, pour maintenir une bonne santé et surtout pour les patients atteints de maladies chroniques, ça va maintenir chez les diabétiques le taux de glycémie dans les normes, chez les hypertendus aussi. Donc, c'est important de rester, on va dire, dans l'activité pendant ce mois sacré. Docteur Abdeslam, sur le plan nutritionnel, on avait parlé sur l'alimentation chez les patients, enfin chez les sportifs de haut niveau. Oui. Maintenant, pour les sportifs amateurs, quels conseils pour l'alimentation? Très bien. Donc, durant Ramadan, la plupart des amateurs ou bien des passionnés du sport, par disponibilité de temps, ils profitent de s'entraîner avant le ftour. La plupart, c'est après l'asr ou bien juste avant le maghreb. Idéalement, le conseil qu'on peut donner, c'est que idéalement, ils peuvent s'entraîner juste avant le maghreb. Il n'y a pas mieux parce que c'est juste après la séance d'entraînement, on peut récupérer, on peut s'hydrater surtout. Parce que pour un passionné ou bien une personne qui n'a pas l'habitude de s'entraîner à jeun, donc c'est un petit peu délicat. Ça peut causer quelques malaises, oui, des troubles, des complications. Mais pour les personnes qui sont habituées, donc athlètes, disons amateurs, ils peuvent s'entraîner juste avant la rupture du jeûne. Et puis, dès qu'ils rentrent à la maison, donc ils peuvent manger le plus normalement possible. On commence toujours avec une source de glucides, donc il n'y a pas mieux que les dattes. Oui. Et avec une source d'hydratation pour récupérer un petit peu la perte, la sueur ou bien la perte hydrique. Mis à part ça, donc les recommandations sont les recommandations générales. Donc c'est un plat, il faut qu'il soit équilibré et le plus important c'est l'enchaînement des nutriments et des aliments. Donc toujours on commence au moment de la rupture du jeûne, soit pour athlètes professionnels ou bien amateurs. C'est de consommer c'est de casser, disons, le jeûne avec de l'eau, avec une source de glucides. Il n'y a pas que les dattes. Les dattes, on peut prendre une seule, donc pour les personnes surtout qui ont du diabète et qui sont autorisées à jeûner. Pour les personnes en bonne santé, 3 dattes en moyenne. Pour les athlètes avancés, ils peuvent aller plus, d'accord? Donc, il faut toujours être raisonnable parce que les dattes, c'est vrai qu'ils sont riches en fibres, donc ça stabilise un petit peu la glycémie, donc ça prévient les pics d'insuline et de glucose sanguin. Mais en parallèle, elle est très riche en sucre simple sous forme de glucose et fructose. D'accord. Ah oui. Donc c'est des sucres qui ont une absorption très rapide donc, dans l'intestin, donc qui rentrent rapidement dans le sang. Donc ça peut causer un pic de glycémie. Et après ça, on peut donner d'autres exemples. Il n'y a pas que les dattes, il y a les figues. Donc, selon les traditions algériennes, donc il y a les figues sèches, voilà, Oui. donc ils sont un petit peu
disons, cuites ou bien préparées, c'est pour qu'ils soient un petit peu, disons, pas trop durs, d'accord, pour qu'ils ont la même texture. Avec de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. comme Il y a dit la parmi- tradition. Exactement. Donc il y a des régions en Algérie, notamment la Kabylie, ils ont l'habitude de consommer des figues. Et il faut qu'ils soient un petit peu pas trop durs, d'accord, Oui. pour qu'ils soient faciles à digérer. Donc ça apporte énormément de fibres alimentaires, de nutriments, de minéraux surtout, et de sucre aussi. Avec de l'eau, donc pour les professionnels ou amateurs, c'est la même chose. Oui. C'est une source de minéraux, donc ça représente un petit peu, on récupère un petit peu les minéraux perdus, mais l'eau toute seule, ça peut faire l'affaire pour un athlète amateur, mais pour un athlète élite ou bien avancé, vu la transpiration, genre la quantité hydrique perdue, donc ils doivent récupérer avec de l'eau, disons, Riche en électrolytes. électrolytes, donc c'est de l'eau préparée. S'ils ont un nutritionniste au niveau de l'équipe, donc c'est lui qui est responsable de mesurer la quantité de chaque minéraux, de chaque minéral et des minéraux en général, selon la séance, selon la durée et l'intensité de la séance. Et ça peut être accompagné avec des sources de glucides supplémentaires donc, et des protéines. Donc tout dépend le cas, si c'est des protéines rapides ou bien à digestion lente comme la caséine et d'autres nutriments. Au moment, disons, le repas principal, il n'y a pas mieux de commencer avec une soupe. Donc, shorba, comme les traditions algériennes. Shorba, harira, Harira aussi, soupe de légumes, il faut varier. soupe de légumes, voilà. Voilà, les athlètes, ils préfèrent beaucoup plus les soupes de légumes. Il y a aussi les soupes aux lentilles, donc il n'y a pas mieux, c'est très riche en fer surtout, dont on a besoin parce qu'au moment de l'entraînement avant le ftour, donc on transpire beaucoup. Donc le fer, c'est parmi les minéraux qu'on les perd si on s'entraîne à jeun. Donc Oui. il faut vraiment les récupérer. Et soit une soupe de légumes, soit disons un plat varié de salade. Salade variée de légumes et tout. Il faut qu'il soit à plusieurs couleurs parce que chaque couleur de légumes apporte un nutriment spécifique. D'accord. oui. Donc il y a des antioxydants dont l'athlète surtout avancé a besoin et qui sont préventifs pour les maladies. Donc il y a pas mal de micronutriments qui sont disponibles dans les légumes. Oui. Et à la suite, donc une source de protéines très importante durant le mois sacré, Donc durant le viande, jeûne. Voilà, soit viande rouge, soit blanche, animale, soit végétale aussi, donc soit les œufs, soit le poisson, sardines, thon, ou bien les sources végétales. Bon, il y a une petite différence entre la qualité entre protéines animales et végétales, mais si on combine donc une source de légumineuses, donc les lentilles, pois, chiches et tout, avec une source de céréales, donc ça apporte toutes les acides aminés essentiels pour le corps. Oui. Et à la fin, on peut prendre un dessert. L'idéal, c'est de le prendre avant, donc au moment de la rupture du jeûne. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est pas méchant de le prendre à la fin du repas. Très bien. Donc, c'était vraiment un repas détaillé pour tous les sportifs, que ce soit amateurs ou de haut niveau. Aussi. Et donc, docteur Moumen, pendant le jeûne, certains signaux doivent nous alerter. Donc, chez les personnes qui, on va dire les sportifs ou bien une personne qui va pratiquer une activité sportive comme amateur, quels sont les signes d'alerte qui doivent pousser cette personne à interrompre cette activité pendant le jeûne, hein? Oui, exactement. Il y a plusieurs signes qui doivent pousser la personne à rompre immédiatement le jeûne. On a comme les vertiges, les sensations de confusion, les céphalées atroces, les douleurs abdominales ou bien thoraciques, les troubles visuels également, les malaises, sensations de malaise, sensations de palpitations inhabituelles. Tout ça doit pousser le sportif à arrêter immédiatement l'effort et à aller consulter. Bon, s'il a des tares associées, par exemple, si c'est un diabétique, il doit immédiatement rompre le jeûne. Il est autorisé dans la religion. Sinon, c'est une autre personne saine et tout, elle doit consulter en urgence. Parce que cela peut traduire une hypoglycémie sévère, une hypotension sévère,
ou bien une déshydratation aussi sévère, ou bien parfois même un trouble de rythme cardiaque. Donc c'est très dangereux pour la santé et la personne doit rapidement rompre le jeûne sans attendre l'adhan, le maghrib. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, par rapport justement à entre l'iftar et sahur, chaque choix compte. Donc, par rapport à l'alimentation, docteur Abdeslam, Ben Abdeslam, pardon, que faut-il privilégier, on va dire, par rapport au sahur pour optimiser l'énergie et prévenir surtout la déshydratation. Parce que chez les personnes qui vont pratiquer avant l'iftar l'activité physique, ils doivent déjà préparer ça au moment du sahur. Donc, quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Très bien. Donc, alors l'hydratation, ça commence au moment de la rupture du jeûne. Il faut profiter pour boire suffisamment. Pas trop boire, parce que ça ne sert à rien. Il faut savoir que si on consomme un volume hydrique très important d'un seul coup, donc ça va être des pertes. Donc une surcharge rénale pour rien, donc on va fatiguer les reins pour avoir et ne pas avoir des bienfaits. Donc il faut boire, disons, une moyenne d'un verre d'eau pour chaque heure. D'accord? Il faut profiter aussi, si les personnes ou bien les athlètes font le tarawih, donc de prendre entre salades, donc de prendre des gorgées d'eau. Donc il faut toujours garder l'hydratation durant toute la période. Et même en soirée, il n'y a pas mieux que de consommer des fruits et légumes riches en eau. Parce qu'il faut savoir que, vu la période qui est très restreinte, donc on ne peut pas consommer à l'aise les quantités hydriques. Récupérer toute le besoin hydrique via l'eau. Donc il faut toujours intelligemment intégrer de l'eau via des aliments. Oui. Et comment? On a cité les soupes. Et aussi, il y a les légumes, il y a des fruits très riches en eau. Bon, les légumes, il y a les oignons, les tomates, ils sont très riches en eau. Et pour les fruits, il n'y a pas mieux que les fruits de la saison. Donc, tout ce qui est agrumes, citron, mandarine, orange et tout, c'est soit de faire des jus, soit de les consommer tels quels, que ce soit pour professionnels ou amateurs, c'est la même chose. Et au moment de sahur, c'est de prendre une source de protéines avec de l'eau. Il n'y a pas mieux que le ben, donc le lait fermenté, ou bien le rayib. Ça apporte suffisamment de nutriments, plein de nutriments, calcium, notamment protéines à assimilation lente. Et si on cite l'exemple de l'ben ou bien le rayib, pour les personnes qui tolèrent ce genre d'aliments, donc ça va apporter deux types de protéines. Il y a les protéines du lactosérum, ou bien les protéines, ce qu'on appelle la whey protéine, qui se vend sous forme de complément alimentaire, qu'on le trouve beaucoup plus dans le lait. Et il y a la caséine, c'est une deuxième protéine à assimilation plus lente que la whey. La whey, elle a une assimilation très rapide. La caséine, c'est une protéine à absorption très lente. Donc, on va bénéficier de cette protéine durant toute la journée. Il faut savoir que la moyenne de la digestion de cette protéine, c'est entre 5 à 6 heures. Donc, ça va permettre de mettre en disponibilité ces protéines surtout pour le fonctionnement musculaire, et pas que ça, pour les hormones, les enzymes et tout. Donc, c'est ça en gros. Et le sahur, il faut l'accompagner avec une source de glucides pour les athlètes. Et, je donne souvent l'exemple, que ce soit pour les athlètes dont je fais le suivi, ou bien même pour les personnes normales. Il n'y a pas mieux que... en fait, on a des traditions alimentaires très intéressantes, très bonnes. Bon pour la santé. Oui, surtout sur le plan nutritionnel, il faut des fois juste les ajuster selon les recommandations sanitaires. C'est qu'on a au moment du sport, on prend couscous ou bien le misfouf. Le misfouf, c'est un plat, d'ailleurs les athlètes ils le préfèrent bien. Ils adorent parfaitement ce plat. Il faut qu'il est constitué d'une source de sucre. C'est le couscous. Il vaut mieux qu'il soit couscous à base de blé complet. D'accord, complet, pour qu'il apporte un petit peu d'une source de fibres et des minéraux en parallèle, avec des raisins secs ou bien des fruits secs. Et on peut rajouter des dattes en parallèle, du miel, pas du sucre surtout, pas du sucre saccharose ou bien sucre simple, sucre de table. Et avec une source de protéines, c'est soit les œufs, soit le ben ou bien le rayib. Il y a certaines régions en Algérie qui le font salé, genre avec des légumes secs, avec de pois chiches, avec
avec soit des lentilles ou bien des haricots. Donc, ces recommandations pour aider la personne à maintenir, on va dire, de l'énergie qui va lui permettre de pratiquer son activité physique et sportive durant toute la journée. C'est ça. Tout à fait. Alors, merci, docteur Ben Abdeslam. Docteur Moumen, une question directe. Quel est le meilleur moment pour pratiquer une activité physique ou sportive? Donc, on avait parlé tout à l'heure pour on va dire, les sportifs de haut niveau. Donc, c'était après le ftour. Maintenant, pour les amateurs et aussi pour une personne qui veut juste pratiquer une activité physique. Meilleur moment. C'est la même chose. Idéalement, c'est de pratiquer l'activité physique après la rupture du jeûne. Oui. Disons 2 à 4 heures après la rupture du jeûne, après une alimentation, comme il a dit docteur Ben Abdeslam, après avoir bien mangé, une bonne source de protéines et une bonne réhydratation. Donc le moment idéal, c'est après la rupture du jeûne. Une séance, ça dépend du niveau comme vous l'avez dit, donc ça dépend du niveau, le sportif de haut niveau ou l'amateur. Donc le haut niveau, il garde l'intensité, il diminue le volume. L'amateur, il baisse et le volume et l'intensité. Oui, d'accord. Alors, on arrive maintenant à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah, donc c'est à vous. Vous allez nous parler de... Alors, nos seniors. Nos seniors. L'activité physique de nos seniors. Alors, durant le mois de Ramadan, il y a plusieurs personnes qui pensent que l'activité physique sportive est à éviter, beaucoup plus chez les sujets âgés. Donc, du coup, nos seniors, non. Eh bien, quand on prend de l'âge, le risque, ce n'est pas ce chiffre, parce que la jeunesse, c'est dans le cœur. Le risque, il est dans votre perte musculaire par inactivité. Donc, il faudra bouger. Les dernières recommandations de la santé montrent que durant le mois de Ramadan, en plein jeûne, il n'y a pas de risque quand c'est adapté et en prenant en considération votre état général, votre capacité, ne pas se surpasser. Il faut savoir qu'à partir de 60 ans, nous perdons naturellement du muscle chaque année. Et là, ça va impacter notre force, l'équilibre, le métabolisme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chutes, généralement par perte musculaire. Et c'est là qu'on insiste sur l'activité physique chez les sujets d'un certain âge. Donc, il faudra insister que même pendant Ramadan, on peut bénéficier. Et surtout, c'est le meilleur moment parce qu'il faut savoir que pendant le jeûne, notre corps optimise son énergie. Donc chaque pas, chaque étirement, le muscle va agir plus efficacement que quand on n'est pas à jeun. Donc il faudra profiter de ces moments et aller faire votre activité régulière. Donc marcher régulièrement, on dit à peu près 7000 pas par jour pour les sujets avec des pathologies chroniques ou affaiblis. 7000 pas, c'est le minimum. Renforcez vos muscles plusieurs fois par semaine et éviter la sédentarité pour être en forme et en bonne santé. Donc, j'insiste sur ça. Il ne faut pas arrêter, mais au bon moment, on l'avait dit. Donc, après le ftour, si vous pouvez faire 20 jusqu'à 40 minutes selon vos capacités, marche lente, des petits mouvements à la maison, mais bouger. Il faudra bouger durant le Ramadan pour éliminer ce qu'on a mangé et renforcer ses muscles. Donc, à vous, mes chers aînés, essayez de bouger parce que le mouvement pour vous n'est pas juste un geste, c'est un traitement préventif sans prescription, simple et efficace pour être au top tout au long de l'année. Merci Dr Abdelmoumen Sarah pour tous ces conseils pour nos seniors et aussi vous avez compris que pendant le mois de Ramadan il faut vraiment bouger et garder une activité physique pour bénéficier de tous les bienfaits de ce mois sacré. On arrive aussi on va dire au moment des questions des téléspectateurs. Vous nous avez laissé quelques questions sur les réseaux sociaux de Canal Algérie et parmi ces questions il y avait la question de pour vous docteur Moumen, peut-on continuer la musculation pour prendre du muscle pendant le Ramadan ou est-ce que c'est une période uniquement de maintien? C'est une bonne question. Effectivement, durant le mois de Ramadan, l'objectif c'est le maintien de la masse musculaire. Oui. Car on sait tous avec le déficit hydrique, le déficit aussi calorique, la difficulté à apporter un surplus calorique.
Donc le gain en matière de masse musculaire, ça sera un peu difficile. L'objectif, c'est le maintien de la masse musculaire. Mais, comme il a dit Dr Ben Abdeslam, avec une alimentation et un apport protéique adéquat, une bonne assiette, et des séances d'entraînement bien programmées, on pourra avoir une petite progression en matière de masse musculaire. Oui, tout à fait. Et puis par rapport au sommeil, on n'avait pas parlé tout à l'heure, quelles sont on va dire, les recommandations par rapport au sommeil, les horaires à maintenir pendant le mois sacré pour récupérer. Hein. Exactement, c'est difficile, oui, durant le mois durant ce mois sacré, c'est difficile de garder un rythme régulier. Donc, on autorise même, bon, c'est le sommeil fractionné, mais Oui. idéalement, c'est 7 à 8 heures par jour, même fractionné, et sans oublier les siestes. Oui. Les siestes aussi, ça a un rôle bénéfique. Tout à fait. Alors, docteur Ben Abdeslam, il y a eu aussi une question par rapport aux boissons isotoniques ou les compléments riches en électrolytes. Est-ce qu'elles sont nécessaires pour les sportifs amateurs pendant le ramadan? Amateurs. Alors, Amateurs. pour les amateurs, pas forcément, non. D'ailleurs, on voit souvent des athlètes amateurs qui quand ils s'entraînent avant le ftour, c'est que en passant au supérette ou bien au magasin, ils achètent justement des boissons énergisantes. Alors, je ne trouve pas l'utilité. Ça se peut. Ils sont très importants pour les athlètes avancés, athlètes d'élite, parce que vu l'intensité, vu les dépenses énergétiques et même si les pertes en termes de nutriments, donc ils doivent récupérer. Mais pour un amateur, c'est pas trop intéressant sur le plan nutritionnel. La plupart des boissons énergisantes, parce que les boissons isotoniques, ils sont pas trop disponibles sur le marché. Donc la plupart, c'est des boissons énergisantes. Il y a une petite différence. Les boissons énergisantes, ils sont trop concentrés en sucre, pas trop de nutriments. Donc, c'est l'équivalent d'un jus trop concentré en sucre. Et je reviens juste sur la précédente question par rapport à la prise de masse musculaire. Il y avait une étude que j'ai faite sur moi-même, d'ailleurs, l'année passée, en Ramadan 2025, en utilisant un outil de bioimpédance mètre, dont j'ai mesuré la masse musculaire et la masse, même si la masse hydrique, la masse osseuse et la masse graisseuse. Et j'ai fait 3 bilans, donc avant, pendant et après Ramadan. Et le résultat, c'était très impressionnant. Vous avez pratiqué quelle activité sportive? Je faisais des sports d'endurance Oui. à haute intensité. Et d'ailleurs, j'ai gardé le même volume et intensité d'entraînement avant Ramadan. J'ai pas fait un changement, j'ai pas baissé la charge et le volume d'entraînement. Et donc, comme je suis athlète, donc je m'entraînais un jour sur 2 entre cyclisme et course à pied. Et les résultats, c'était une prise de masse musculaire à la fin de Ramadan, un gain quand même de 1 kg de muscle. Donc c'est impressionnant. Pour gagner durant Ramadan une telle quantité de muscles, c'est très intéressant. Et j'ai perdu en masse graisseuse, c'est tout à fait logique parce qu'on utilise le gras pour assurer de l'énergie. L'explication scientifique, donc c'était le sujet de la journée scientifique qu'on a fait à la faculté Alger 3, c'est c'est quoi en fait le mécanisme pour prendre de la masse musculaire durant le Ramadan? C'est qu'il y a des pics de certaines hormones qui favorisent la prise de masse musculaire, notamment l'AGH, l'hormone de croissance, et la testostérone. Donc ces deux hormones ils sont très importants pour la prise de masse musculaire. Et le pic ces deux hormones, on les trouve juste avant la rupture du jeûne. Genre après plusieurs heures de jeûne, c'est que l'hormone de l'insuline baisse parce qu'il n'y a pas de source de glucides. Le glucagon augmente et en parallèle, les deux hormones qui sont très bénéfiques pour la prise de masse musculaire. En parallèle, il y a la disponibilité de corps cétoniques qui viennent principalement des acides gras, donc des lipides, et qu'on l'utilise, c'est des boosters d'énergie. Donc ça apporte énormément de l'énergie, presque plus de 3 fois plus d'énergie que le glycogène. Oui. Donc ça apporte de l'énergie à long terme, sauf que les corps cétoniques, c'est des acides. Donc c'est pour ça on recommande souvent que les personnes qui font le jeûne Ramadan, même si les diabétiques, c'est qu'ils doivent faire une activité physique contrôlée
Pourquoi? Parce que l'excès de corps cétonique dans le sang, ça va acidifier le sang. Tout à fait. Et si on- L'acidocétose. L'acidocétose. Et si on fait une activité physique, donc il n'y a pas de consommation de corps cétonique. Genre, on ne va pas bénéficier des corps cétoniques, donc ils vont acidifier le sang. Et ça, la personne, si la concentration elle est trop élevée, donc il peut rentrer en coma. On va perdre tous les bienfaits. Tout à fait. Voilà, Au lieu c'est de ça. profiter des bienfaits de cet état de cétose, on va rentrer dans un état d'acidose qui est très Exactement. nocif pour notre santé, dangereux même, et ça représente une urgence carrément qu'on reçoit toujours pendant nos gardes aux urgences pendant le mois sacré. Alors, Monsieur Sebaï, par rapport aux conseils, quels sont les conseils que vous donneriez aux sportifs amateurs qui hésitent encore à continuer à s'entraîner pendant le ramadan? Donc, quelques conseils. Je trouve que le ramadan n'est pas une excuse. Parce que quand tu joues pour le ramadan t'as 30 jours de discipline. C'est une preuve de discipline. Tant que tu es discipliné, tu fais 12 heures de jeûne pendant 30 jours, tu peux être discipliné dans le sport. C'est la même chose, c'est le même conseil, garder l'activité physique. Quand il a dit, la science a prouvé que le jeûne n'affecte pas le sport, du coup, tu as tous les arguments contre toi pour terminer le sport et continuer à faire le sport. Tout à fait. Alors, merci pour votre participation avec nous aujourd'hui, d'avoir témoigné et parlé de votre propre expérience. Docteur Moumen, donc un dernier conseil par rapport à l'activité physique aux sportifs pendant le mois sacré? Oui, il faut savoir que le ramadan est une période d'adaptation, Oui. pas une période d'arrêt. Il faut juste écouter son corps, régler l'intensité, prioriser l'hydratation et le sommeil, et voilà, continuer une activité physique régulière. Merci pour tous les conseils que vous avez apportés, les explications aussi, et d'avoir participé avec nous ce soir. Merci également, Steve. Docteur Ben Abdeslam, un dernier conseil aussi par rapport à l'alimentation d'une manière générale pendant le mois de Ramadan. Donc, D'accord. Alors, le conseil que je peux donner, c'est que Ramadan, il n'est pas fait pour augmenter la consommation alimentaire, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'il faut vraiment baisser la quantité des aliments et optimiser la qualité des aliments parce qu'il ne faut pas que tous les bienfaits de la journée, on les perd en fin de journée. Voilà, donc on dit Ramadan Mubarak et Sahaf Turkom. merci pour votre participation avec nous aujourd'hui et toutes les explications que vous avez plaisir. apportées. Docteur Abdelmoumen Sarah, un dernier Toujours mot un pour les plaisir. seniors? Bah oui, alors profitons de cette occasion de Ramadan pour commencer ou pour maintenir les habitudes saines, activité physique, tout ce qui est sain pour vous, continuez. Ce n'est pas juste un mois. Donc si vous ne faites pas d'activité physique, essayez de commencer déjà dès maintenant. Merci. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Rappelons que l'activité physique reste un allié majeur de la santé, même pendant le ramadan, donc à condition de régler quelques paramètres. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Je vous dis Sahaf Torkom. Prenez soin de votre santé et à bientôt.